Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. AfroWeb TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. AfroWeb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Retour en studio pour poursuivre cette émission que vous suivez sur le www.afrowebtv.com. Merci infiniment d'être avec nous et surtout avec nos panélistes de ce jour, à savoir donc monsieur Yempapu Yemboama, analyste politique panafricaniste, si vous permettez de le dire ainsi. Également donc monsieur Thierry Kweviakwe, acteur politique, membre de la DMK et surtout de la société civile. Nous nous honorons également de votre disponibilité. Merci à tous d'être avec nous pour la suite de ce débat. Alors on aborde également donc le sujet, surtout la condamnation de Dima Oré. Alors interpellé 2 jours après interpellé 2 jours après avoir tenu ses propos, le président du Fonds des Patriotes pour la démocratie FPD a été placé dans la foulée en détention provisoire dans l'attente du procès qui s'est tenu ce mardi 18 mai dernier, donc à l'issue duquel il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour outrage aux autorités et diffusion de fausses nouvelles. Alors, où se trouvaient les opposants, où se trouvait la population togolaise lors du procès de l'ex-ministre de la Communication Dima Oré, M. Thierry? Bon, aujourd'hui, la population togolaise est tétanisée. C'est-à-dire que dans les conditions normales, la réaction d'un peuple, quand il subit, ou bien un de ses fils subit autant d'injustice, se lève. Mais aujourd'hui, nous voyons que la population togolaise est là, hélas, regarde, observe, parce qu'elle a été tétanisée. Alors la question de savoir où était cette population-là, qu'est-ce que cette population peut faire quand on se lève? Ça va venir, mais quand on se lève, on est arrêté, on est torturé, on est tapé, on est tabassé, et le peu que nous avons, nous le perdons. Donc les gens sont restés parce que de toutes les façons, la manifestation, ne va pas changer quoi que ce soit. La justice a été instrumentalisée. On en avait parlé la fois dernière au Togo, c'est instrumentalisé. Et nous voyons un gars encore, lui était ministre, ancien ministre de la télécommunication et de la communication, qui a été arrêté parce que il a parlé, il a fait une comparaison, et pour cela, on l'accuse, on le condamne pour outrage. Donc vous voyez que ce dont nous parlons concernant la violation des droits de l'homme est de mise. Est de mise au Togo. Il a été condamné à 24 mois de prison ferme. Parce que il a fait une comparaison. Mais je dis, les gens, c'est-à-dire que vous êtes aux États-Unis. Les gens qui se lèvent tous les jours pour insulter ou bien pour critiquer le gouvernement ou le président en place, si Biden devait faire arrêter tous ces gens-là, donc c'est tout le camp républicain qu'on va mettre en prison, qu'on va condamner. Mais chez nous au Togo, pour peu qu'on s'exprime, on dit des choses, on fait de simples comparaisons en comparant
la condition des Togolais à un camp ouvert de concentration. Pour ça, on enterre quelqu'un, on condamne quelqu'un pour 24 mois de prison. Et vous parlez de justice. Quel est ce type de justice? Je suis désolé. Je suis désolé. Donc on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus dire des choses qu'on pense en tant que citoyen. On ne peut plus dire haut ce que les autres pensent bas. Bon, aujourd'hui, on demande que la population, c'est quoi, où était la population? Quand on sait comment ça va finir, bon, les gens, ils se disent, bon, écoutez, faites comme vous voulez. Vous voulez gérer le pays comme ça, allez-y. Mais chaque chose qui commence finit, toujours. Il n'y a rien qui commence qui ne finit pas. Nous avons vu des nations qui étaient fortes, aujourd'hui, qui ne le sont plus. Chaque règne a sa fin. Aujourd'hui, les Togolais sont fatigués. Ils sont las, ils sont fatigués. Donc, dans l'affaire de Jimo Auré, je suis désolé que ça a fini comme ça, mais ce n'est qu'une question de temps pour que les Togolais, parce que vous savez, quand vous poussez une nation et quand ils ont le dos au mur, quand cette dernière réagit, elle réagit mal. Aujourd'hui, que ceux qui nous gouvernent ne pensent pas qu'ils ont la main mise, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire leur justice. Il y a une justice qui est en place, on instrumentalise, les juges reçoivent des ordres du haut et ils mettent de côté le fait de dire le droit. Donc, je suis vraiment désolé qu'il y a de telles choses qui se passent. Donc, les Togolais sont là. Ils attendent. Mais le temps que tout ça là va changer va arriver bientôt. Parce que quand vous poussez un peuple, une nation aux abois, quand elle se retourne contre vous, quand cette nation-là, ou ce peuple se retourne contre vous, même ce que vous avez maintenant comme avantage, vous ne l'aurez plus. Je suis désolé, mais c'est ce qui va se passer. Parce que les gens en ont marre. Les gens sont fatigués. Les gens sont blessés. Les gens sont traumatisés. Donc, voilà ce que je trouve à dire à ce propos. Merci. Merci, Monsieur Thierry. Alors, vous savez que cette émission est interactive. Je vais également donner la parole tout de suite à Monsieur Yampapou. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Alors, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Adolphe. Monsieur Adolphe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, dites-nous vos suggestions, votre question, votre contribution. Non, j'ai suivi un peu le développement de M. Thierry Beviapou et je voulais directement lui adresser une question. Allez-y. La loi sur les manifestations et les libertés individuelles ont été modifiées avec la participation active de son mentor ou de son président, M. Akpeome, qui était à l'Assemblée. C'est eux qui ont modifié cette loi. Aujourd'hui, pourquoi M. Kouyakou se plaint? Merci. Merci, Monsieur Adolphe. Merci. On a reçu votre question. On va le rappeler donc juste après l'intervention de Monsieur Yampapou. Alors, Monsieur Yampapou, je voudrais vous poser la question de savoir est-ce que Monsieur Jimo Auré a les chances de réduire les 2 ans d'emprisonnement en faisant un appel? Je crois que
dès le début, ma position était claire. Et je suis de plus en plus embêté quand même de savoir que des intellectuels de la trempe, des gens comme M. Thierry, veuillent quand même amener les populations hors cadre. Parce que dire que c'est une injustice, ce qui est fait à Djimon Houré, je crois que ce n'est pas juste non plus. Et nous avons eu le temps d'évoquer cette question ici et nous avons tous unanimement reconnu que vraiment la comparaison qu'a faite M. Djimon Houré était vraiment une comparaison inacceptable, même pas pour les simples Togolais que nous sommes. Voilà. Maintenant, il faut tout simplement être humble. Ok. Je voulais tout simplement dire que dans mon pays, il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression, il n'y a pas beaucoup de liberté de manifestation et tout ce que vous voulez. Mais bon, j'ai malheureusement comparé la situation de mon pays à des situations où je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la situation ne s'y prêtait pas. Je crois que s'il avait tenu un tel langage, on ne serait pas allé à le condamner à 2 ans de prison ferme. Mais quand des hommes politiques sont mal en point et pensent que pour rebondir sur la scène politique, il faut tout simplement trouver quelque chose pour nourrir ce qui va leur permettre de rebondir, et je crois que moralement ce n'est pas bien. Et les gens pensent que le peuple togolais est encore ce peuple-là dont tout le monde peut venir parler au nom d'eux, hein, sans que le peuple ait à dire son propre mot. Vous avez posé une très belle question. Où était le peuple quand on condamnait justement Djimon Houré? Et moi, je le dis et je le redis, hein, face à une dictature, à un certain moment donné, quand le peuple a marre jusqu'aux os, il n'y a pas cette armée-là qui puisse retenir un peuple. Il n'y en a pas. Au monde, il n'y en a pas. Les pires dictatures hitlériennes et autres ont été vaincues. Donc, ce n'est pas ce qui se passe dans nos pays-là. Vous avez vu au Burkina à côté, quand Blaise Compaoré a fait tout ce qu'il voulait faire. Mais quand le peuple s'est mis debout, il a dit non, j'ai dit non, il a dû partir. Est-ce que ça veut dire qu'au Burkina, on n'a pas assassiné les gens, on n'a pas tiré sur les populations? Allez-y, regardez les morts que peut-être on ne vous a pas indiqués. Mais il n'y a aucune force qui peut s'opposer vraiment à une population lorsque la population sent que ce sont ses intérêts qui sont intimement menacés. Djimon Houré a fait une erreur. Malheureusement, il paye le prix de son erreur. Moi, ce que je dis et ce que je peux faire, c'est demander la clémence du pouvoir pour tenir compte du fait quand même que c'est un leader d'opinion, être large par rapport à lui et se dire que bon, peut-être que cela pourrait contribuer au fait que bon, les gens puissent continuer donc d'avoir cette liberté d'expression, les gens n'aient pas peur justement de dire ce qu'ils pensent, etc., etc. Mais quand bien même il a commis une erreur grave, le fait de l'envoyer en prison, ça peut faire en sorte que désormais, même quand quelqu'un a quelque chose peut-être qui n'est pas de cette nature-là, que ça puisse effectivement lui donner suffisamment de peur pour ne pas pouvoir s'exprimer. Et je crois que c'est un peu le danger qui est derrière cette question-là. Sinon, pour être sincère, et moi quand j'ai lu la déclaration de Djimon Houré, je dis non, mais on ne peut pas se permettre ça, quoi. Voilà, donc j'espère que, en tout cas, cette question-là va se régler au niveau politique et de façon à ce que vraiment la justice puisse revoir un peu cette tendance-là en sa faveur. Mais pas parce qu'il a raison, mais parce que vraiment il aura reconnu
qu'il est allé loin. La diaspora donne également ses avis sur les questions de l'heure et les questions de l'heure. On aborde le troisième sujet de ce jour, à savoir la condamnation de l'ex-ministre de la Communication, Monsieur Djimon Auré. Alors, je voudrais revenir sur la question de l'auditeur, soit du téléspectateur qui nous avait appelé, et il parlait également donc de l'annulation de la loi sur les manifestations sous Dr Agbeo, mais sur la modification des manifestations. Merci, Monsieur Mpapou. Alors, pourquoi est-ce que Monsieur Thierry se plaint? Moi, ma question que je voudrais poser à Monsieur Thierry, que fera la DMK pour aider Monsieur Djimon Auré? Bon, d'abord, je voulais répondre à la question, parce que, la modification sur les manifestations au Togo n'a pas été faite sous le président démocratiquement élu, Agbeo Kodjo. Il était à l'Assemblée, parce que cette loi-là a été passée, mais il n'avait pas la majorité à l'Assemblée, en fait. La majorité, c'était RPP Uni qui avait la majorité, qui avait passé cette loi-là. Donc, pour celui qui a posé la question, donc, moi, je ne me plains pas en quoi que ce soit, et surtout que je pense que la question est d'accuser Dr Agbeo Kodjo de ce qu'il était là mais quand vous êtes mis en minorité, même quand vous n'êtes pas contre, quand vous n'êtes pas pour, pardon, qu'est-ce qui se passe? La loi passe quand même, ok? Parce que c'est la loi de la majorité. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Donc on ne peut pas accuser Dr Agbeo Kodjo, ok, d'être l'auteur de la modification, ok, de la loi sur les manifestations. Non, ça c'est un non catégorique. Maintenant, la deuxième question, la question que Monsieur Abdelida m'a posée, est-ce que vous pouvez répéter cette question-là très rapidement? Oui, que fera la DMK pour aider M. Djimon Auré à sortir de cette situation, ou peut-être à lui alléger un peu la tâche, puisqu'on connaît que vous avez beaucoup de connaissances, vous avez des avocats, vous avez tout un panel de personnes, une pluralité de personnes, et vous connaissez également donc le gouvernement en place où vous pouvez discuter avec eux pour qu'on lui pardonne sur ce plan. Bon, avec Monsieur Djimon Auré, ce qui va se faire, c'est qu'il va falloir faire un appel. Donc la DMK peut apporter son expertise, il va apporter son expertise éventuellement pour aider, comme tous les Togolais, c'est pas seulement Djimon Auré, tous les Togolais qui se trouvent dans cette situation-là, le but de la DMK, c'est d'aider à les sortir des géants, ok, de ce régime, ok, de la main de cette justice qui n'est pas une justice. Ça, je le dis encore. Vous voyez, quelqu'un qui prophétise, on le met en prison. Le prophète Esaïe, je ne sais pas comment il s'appelle, le prophète Esaïe, il reçoit un message du Seigneur, on le met en prison. Vous savez le nombre de prophètes qui ont prophétisé que Trump n'allait pas passer quand il était encore au pouvoir. S'il devait mettre les gens, les prophètes, tous les prophètes en prison, les prisons aux États-Unis n'auront plus de place pour qui que ce soit. On le met en prison, vous appelez ça la justice. Quelqu'un qui reçoit un message de Dieu, vous le forcez à changer le message, et vous appelez ça justice parce que la personne a refusé. Vous avez mis la personne en prison. Et vous savez, ce prophète Esaïe, il a perdu sa maman. Quand il était encore en prison, il a demandé à aller à l'enterrement. On lui a dit niet. On lui a dit niet. On lui a dit non. Voilà ce que nous vivons au pays. Voilà ce que nous vivons au Togo. Et voilà ce que Djimon Auré, c'est ce qui se passe quand nous parlons d'injustice. Moi, je ne suis pas d'accord du fait que, bon, la comparaison qu'il a fait est extrême. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité des faits. Bon, éventuellement, on n'a pas... mais la situation que les Togolais vivent, mais c'est exactement ça.
C'est ça. Donc, la DMK, pour revenir à la question, la DMK a toujours usé de ses experts, de son expertise pour aider les gens qui se trouvent dans des situations comme Dimoré. Donc je pense pour lui, ça va pas être différent. Nous allons mobiliser ce que nous pouvons faire pour le sortir de là. Mais encore une fois, la solution à ce problème togolais, c'est l'alternance. C'est l'alternance pour laquelle les Togolais ont voté depuis le 22 février 2020 et qui tarde à se réaliser. Si nous avons l'alternance, si nous avons le changement, le système judiciaire va connaître des modifications, des changements avantageux à la population, comme dans les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème. Ou c'est juste, chez nous, c'est juste un parti qui prime. Ce que le parti au pouvoir dit, c'est ce qui va se faire, ou c'est ce qui se fait, pas autre chose. Même pas la loi, les droits que nous avons. Non. C'est de ça que nous parlons. Et c'est de ça que Dimoré parle. Donc, oui, nous allons apporter notre aide à Dimoré pour qu'il puisse sortir de cette condamnation qui, encore une fois, est injuste pour nous, à la DMK. Merci Monsieur Thierry pour votre intervention et je suis fier également de vous écouter. Si les gouvernants le permettent, on pourrait les recevoir également pour avoir leur avis sur cette problématique. Si vous vous trouvez du côté de la diaspora et que vous voulez participer également à cette émission, appelez-nous sur le numéro affiché à votre écran 319 462 89 79 pour nous donner votre avis également sur cette question. Vous voulez être également invité au studio ou également être en duplex avec nous, dites-le nous par messagerie, par WhatsApp ou par appel également et nous serons fiers de vous pour que vous puissiez également contribuer de votre manière aussi à l'évolution de l'Afrique. Nous parlons également du cas Dimoré, de sa condamnation. Alors, monsieur Yampapou, le souhait de tous les Togolais aujourd'hui est que le gouvernement pardonne à monsieur Dimoré pour ce qu'il a dit, ou soit qu'on allège un peu sa sentence qui est de 2 ans ou soit 24 mois. Alors, que dites-vous et que conseillerez-vous à M. Dimoré pour fermer cette parenthèse sur cette thématique-là? Oui, si je dois parler à M. Dimoré, je crois que je ne change pas de langage. Il va falloir qu'il demande pardon. Il n'y a pas 36 solutions. Mais je crains que des discours comme ceux tenus par M. Thierry et la dynamique Kodjo ne viennent plutôt envenimer la situation. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui lui-même fuit. Et il ne peut pas se défendre lui-même. Et puis, il dit qu'il peut défendre quand même quelqu'un d'autre. Non, il faut qu'on arrête. Soyons humbles, quoi. Soyons vraiment humbles. Et Agboyemo Kodjo, il a pris la fuite. Lui-même, c'est lui qui a dit qu'il est dans un champ de maïs. Nous, on ne sait pas c'est où. Ensuite, Monseigneur Kodjo, on a d'abord appris qu'il est au Ghana, et ensuite on a appris qu'il est finalement en Europe. Lui-même, il a fui. Bon, maintenant, dites-moi, comment est-ce que vous pouvez aider à régler une situation? La dynamique Kodjo ne peut absolument rien faire. La preuve, le 20 mai dernier, ils ont dit que voilà, Monseigneur Kodjo devait s'adresser donc au commissaire de l'Union européenne. On n'a rien vu. Et quand on dit que les gens prophétisent, vous savez, nos pays sont fragiles et il faut vraiment qu'on travaille à les sortir de cette fragilité-là. La liberté d'expression, ce n'est quand même pas du libertinage, c'est pas n'importe quoi. Et ce qui est dangereux avec la dynamique Kodjo, tel que M. Thierry tient son langage là, ce qui est grave pour nous les croyants, c'est que
À un certain moment donné, on veut nous faire croire que nos dirigeants sont plus puissants que Dieu. Parce que ceux-là qui prophétisent, celui-là qui avait prophétisé que Ford devait mourir ou qu'est-ce qui devait se passer, on l'a emprisonné. Mais pourquoi sa prophétie ne se réalise pas? Vous avez déjà vu un dirigeant, un homme puissant, plus que Dieu? Ça veut dire qu'il ment. Alors, on a vu M. Kodjo aussi faire la même chose. Que c'est Dieu qui l'a inspiré, mais aujourd'hui, il est dehors. Non, on n'a qu'à arrêter ça. Dieu n'a inspiré personne. Les gens veulent créer du désordre dans notre pays. Il faut arrêter ça. Le pays, là, c'est un pays pour nous tous. Celui qui peut faire quelque chose pour arranger, on n'a qu'à arranger. On est tous des frères. On n'a qu'à adopter le dialogue qu'il faut, qui permette à tout le monde d'être à l'aise. Encore une fois, je demande au gouvernement, très humblement, de ne pas accorder de l'importance là où il n'y en a pas. Qu'il veuille bien libérer Djimon Houret pour ne pas faire de lui un leader qu'il n'est pas, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Mpapo, pour votre intervention. C'est votre avis aussi. Et aujourd'hui, dans cette émission, on donne l'opportunité également aux acteurs, aux analystes et surtout également à la diaspora de donner son avis sur les questions de l'heure, ou soit leur avis sur les questions de l'heure. Mesdames, Messieurs, merci infiniment pour votre fidélité. Nous abordons le dernier sujet qui concerne donc le bilan de la réunion de la DMK à Bruxelles, et ceci dans une minute. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en direct sur AfroWeb TV et sur FM Liberté. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. Nous abordons donc le dernier sujet qui concerne la réunion de la DMK à Bruxelles. Que pouvons-nous retenir de cette réunion-là et que s'était-il vraiment passé et pourquoi les Togolais de la diaspora n'ont pas pu faire le déplacement massivement? Et on se pose beaucoup plus de questions parce qu'on avait vu sur les réseaux sociaux un peu ce qui s'était passé. Comment est-ce que ça s'était déroulé? Alors, nous avons un invité surprise pour vous. Il n'est plus aujourd'hui à présenter. C'est le docteur Romarikson. Il est également analyste politique, acteur politique connu à la diaspora. Alors, docteur Romarikson, que nous recevons par téléphone, bien sûr. Et il va nous dire et nous faire un peu plus le bilan sur la réunion de la DMK à Bruxelles. Docteur, bonjour. Bonjour. Yeah, j'espère que vous êtes en forme. En vous écoutant, on sent que vous êtes en forme, docteur. Alors, dites à tous les Togolais, ou soit à tous les Africains, comment s'était déroulée la réunion de la DMK à Bruxelles. Oui, merci beaucoup pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais faire un clin d'œil à mon ami Yampambou. Qui disait que la prophétie de Kodjo ou bien de l'autre là ne serait pas réelle parce que ça ne s'est pas accompli. J'aimerais lui dire ceci. Quand on ne se connaît pas dans un domaine, il faut faire attention quand on s'y avance. Moi, par exemple, je n'ai pas étudié la médecine. Et quand on parle de la médecine traditionnelle, de la médecine de l'école, je ne m'y avance pas trop. Mais quand on parle de la politique, de la sociologie, de la psychothérapie, et machin, là, je suis dedans. Et donc, il disait que cette prophétie-là n'est pas vraie parce que ce n'est pas réalisé cette année. Vous savez, quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller ungre un fils de Jesse, et quand ça s'est tombé sur le petit David, ça fait au moins 10 ans avant qu'il ne devienne le roi. Or, Dieu l'avait demandé d'aller ungre le petit afin qu'il devienne le roi. L'onction a été faite. Mais ça a duré au moins 10 ans avant que David ne devienne le roi. Et on peut donner beaucoup d'exemples. Vous savez combien de fois, quand est-ce que la venue de Jésus-Christ a été prophétisée? La venue de Jésus-Christ a été prophétisée très longtemps.
Mais les gens ont attendu pendant longtemps avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et donc, la prophétie des gens, ça va arriver. Hein, toute chose qui a un début a une fin. Tout ce qui commence finit toujours. Et ce régime finira par être dégagé par le peuple togolais. Voilà. Ceci étant dit, je vais directement vous raconter ce qui s'est passé le 20 mai à Bruxelles. Allez-y. Les Togolais étaient sortis massivement. Vous savez que l'Europe est actuellement en restriction à cause du Covid-19. Et donc, par exemple, chez nous en Allemagne, il y a encore la règle là, le couvre-feu, et qu'on ne sort pas après 22 heures. Or, de l'Allemagne, ici, où moi je vis de Bremen pour aller là-bas, ça fait presque 8 heures. 8 heures aller, 8 heures retour. Ça fait 16 heures de temps. Et quand vous faites un peu de temps là-bas, vous serez obligé de revenir après 22 heures pour écoper d'une amende de 25 000 €. Mais, ceci étant dit, les Togolais étaient nombreux là-bas. Ils ont démontré au monde entier que le peuple togolais n'a jamais voté pour Faure Gnassingbé. Et lui-même le sait. Il n'a jamais gagné d'élection au Togo. Parce que son bilan ne lui permet pas. Et la vedette du jour était le vieux. Monseigneur Philippe Fano-Kokodjo, à 91 ans. Après avoir fait son travail de prélat, il avait droit à une retraite bien méritée. Et pourtant, il se promène un peu partout pour la libération de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Et moi, j'ai un grand respect pour le sacrifice qu'il ne cesse de faire. Il y avait nos sœurs, nos mamans, beaucoup étaient là pour soutenir ce travail. Et vous savez, après la manifestation, les gens sont allés, ou bien oui, ils ont fait des réunions et des choses ont été dites et décidées. Vous savez, le peuple togolais ne baissera pas les bras jusqu'à la fin du régime uni. Et ceux qui pensent que on doit laisser ce régime continuer de massacrer la population, ils se trompent. Vous savez, il y a à peine 2 semaines, il y a un monsieur à Djaglé. Il s'est enfermé dans sa chambre avec 2 enfants. Il a mis le feu à la maison. La maison est brûlée. Lui et ses 2 enfants sont morts. Dans les 4-5 années, il y a une femme. Elle est allée dans un champ avec son garçon de à peine 1 an, 2 ans. Et puis, elle s'est suicidée devant son enfant. Il y a un autre jeune garçon, à peine 10, 12, 13 ans. Il s'est suicidé. Il y a aussi une autre jeune fille. Elle s'est aussi suicidée. Vous savez, quand vous avez une idée de la sociologie, vous connaissez celui-là qu'on appelle Émile Durkheim. Émile Durkheim a parlé de ça, le suicide. Et il y a le manque d'intégration sociale qui cause ça. Les Togolais souffrent, ils n'ont plus d'espoir. Et quand un individu n'a pas d'espoir, il est prêt à tout, dans les 2 sens. Ça a commencé, les gens ont commencé par se suicider. La prochaine fois, ce sera dans une autre direction. Moi, j'ai foi que le peuple togolais va se libérer. Voilà. Merci, monsieur Dr Romarickson, que nous recevons par appel téléphonique, bien sûr. Merci également pour votre disponibilité de faire ce bilan. Je vais revenir également pour poser une question à monsieur Thierry. Comment appréciez-vous cette réunion de la DMK? Quel est l'impact de cette réunion de la DMK sur la politique au Togo? Bon, d'abord, aujourd'hui, la DMK, bon, éventuellement, je voulais répondre à M. Yakampo, qui parlait de notre président démocratiquement élu, Adéo Mekodjo, qui est en fuite, et puis aussi le prélat, qui est en fuite. Mais j'ai l'impression que certaines personnes ne se rendent pas compte de la réalité, les choses qui se passent, la réalité de ce régime, le caractère hideux, violent, assassin de ce régime qui est en place. Mais vous avez vu, vous étiez là, quand en avril 2020, ils ont défoncé la porte, le portail de Dr Adéo Mekodjo. Le vieux était là, le patriarche était là. Il a été cogné, tombé. Ils ont ligoté la femme, les enfants de Dr Adéo devant lui. Ils les ont mis par terre, ils les ont violentés. Après, il a été amené
au poste. Et on lui a interdit. On l'a gardé là, on lui a interdit de ne plus parler de ces élections. On a interdit à tout le monde qui était avec lui de ne plus parler de ces élections. Et Monseigneur Podio qui a été amené, Manu Militari chez lui, à Adido Gomé. Et il a pris la fuite parce qu'il avait dit encore en Belgique, quand il était à Bruxelles, ce qui s'était passé à son adjoint, Bruce, M. Bruce qui est porté disparu. Et il a dit qu'il ne voulait pas que ça arrive à son assistant personnel aussi. Ils ont pris la fuite pour aller au Ghana. Et même au Ghana, il n'était pas en sécurité. Le président devait partir. Le président, on lui a demandé de ne plus parler des élections. Et vous pensez qu'il va rester dans ce pays-là s'il était resté au Togo? Mais il était un homme mort. Ça, tout le monde le sait. Seulement certains qui pensent que non, il a fui parce qu'il n'était pas courageux. Non, non, pas du tout. Nous avons vu Charles de Gaulle, nous avons vu des présidents qui, quand ils ont été envahis par les Allemands, ont pris la fuite pour préparer leur retour. Donc on ne peut pas accuser le président démocratiquement élu d'avoir pris la fuite et comparer ça à un acte de quelqu'un qui n'est pas courageux. Non, c'est pas ça, mais c'est la réalité que nous avons en face. Donc, revenons à notre sujet, au niveau de Bruxelles, la DMK est allée là, et devant, le patriarche était là. Le patriarche a fait le voyage depuis la Suède, en train, pour venir. Vous pensez que le patriarche n'a rien d'autre à faire? Il a 91 ans. Il peut se reposer. Il peut dire, bon, mais écoutez, moi j'ai fait ma vie, que les Togolais se débrouillent. Mais non! Parce qu'il ne veut plus que les Togolais vivent ce qu'on a vécu pendant 58 ans. Non, que ça s'arrête. Donc il se donne, le monsieur, notre grand-père, il se donne, il a donné sa vie. Mais il a dit tous les péripéties qu'il a traversées jusque-là. Vous voyez? Donc, la DMK est allée à Bruxelles, en Belgique, mais pour signifier à la communauté internationale, parce que n'oubliez pas que le même jour, Paul Nassimbe a été reçu dans le cadre de ACPCE. Il est parti prendre 240 millions de dollars, alors qu'à côté, il y a les Adjakli, ok? Et ça a été confirmé. Les enquêtes, les investigations ont trouvé qu'éventuellement, ils vont anarquer les Togolais de 500 millions, ce qui représente à peu près ce qu'il est parti chercher. Pourquoi, si c'est prouvé, pourquoi ne pas arracher cet argent-là à des gens comme Adjakli? Il y en a au Togo, alors d'aller encore auprès des Occidentaux pour endetter encore plus le peuple togolais. Donc, c'est encore la population, la génération future qui est mise beaucoup plus en difficulté. Donc, la DMK est allée pour signifier à la communauté internationale que ce monsieur ne négocie rien avec lui parce que les Togolais ne l'ont pas voté. La DMK est partie signifier à la communauté internationale que leur revirement, le changement de leur position, hier, ils ont demandé, ils ont reconnu que les élections ne se sont pas passées comme il faut. Et aujourd'hui, ils changent. Que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ils sont en train de créer un antécédent au Togo. Ils sont en train de créer une situation qui, elle, ne peut pas gérer après. C'est ce que la DMK est partie dire.
qu'il est temps qu'on puisse regarder la réalité en face, qu'on se dise la vérité. Si vous demandez à la DMK de présenter sa preuve, que c'est la DMK, c'est le président démocratiquement élu, Abdoulaye Kodio, qui a été élu, qui a été voté, de présenter les preuves. Nous avons les CV, nous avons les procès verbaux, nous les avons. Mais pourquoi vous ne demandez pas à celui qui dit qu'il a gagné, à qui vous avez dit de faire des décomptes, bureau de vote par bureau de vote, ne l'a pas fait. Aujourd'hui, vous virez parce que vous avez été, on vous a donné des valises, des billets, des dollars, des valises, plein de billets de dollars. Vous changez votre position. Ce n'est pas bon. Nous avons affaire aussi à une communauté internationale gangster. Donc nous voulons leur dire qu'il faut qu'ils revoient leur copie. Que nous, le peuple togolais, n'est pas d'accord avec leur position. Donc, en gros, c'est ce que la DMK a fait. Et aujourd'hui, peut-être que nous ne voyons pas que ça a un effet sur la politique togolaise ou sur le Togo. Mais je vous le dis, bientôt, très bientôt, vous allez voir que ce que la DMK est en train de faire, la DMK ne le fait pas pour les gens du Sud, il ne le fait pas pour les gens du Centre, il ne le fait pas pour les gens de l'Est ou de l'Ouest, mais il le fait pour tous les Togolais, y compris ceux qui soutiennent ce régime. Ils ont intérêt à aller dans le sens de la DMK, parce que la DMK est là pour défendre tous les Togolais, tous ceux qui sont des Togolais, pas ceux-là qui viennent de telle partie du Togo. Non, il n'y aura plus de tribalisme. Nous voulons que tous les Togolais aient la même chance. C'est exactement ce que la DMK a commencé à faire depuis que le peuple togolais l'a publicité depuis le 22 février 2020. Donc c'est ce que j'ai à dire. Et aussi, pour ce qui est de la prophétie dont on parle, attention, si aujourd'hui il y a une prophétie qui sort et que on n'a pas encore vu sa réalisation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la réalité. Nous avons vu le peuple d'Israël, après 400 ans de prophétie, Dieu a dit qu'il va sortir le peuple d'Israël d'Égypte. 400 ans après, ça s'est réalisé. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Moi, j'entends des gens qui disent, des gens qui insultent Monseigneur Kodio ici et là, mais il faut faire attention. Qui insulte le Saint-Esprit, on n'insulte pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui reçoit quelque chose a le droit de le dire. Si vous ne croyez pas, tant mieux. Nous avons vu une histoire dans la Bible où le prophète Élisée, il y avait la famine dans le pays. Et qui avait reçu une prophétie qui dit le lendemain, à la même heure, il y aura tellement de nourriture. Mais il y avait un des généraux ou un des commandants du roi qui a dit, même si Dieu fait des fenêtres dans les cieux, ça ne se réalisera pas. Et voici ce que le prophète a dit. Il dit, vous allez le voir, mais vous n'allez pas y participer. Vous n'allez pas profiter. Donc faisons très attention à ce que nous disons. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le statu quo est là, on pense qu'il n'y aura pas de changement, ou on ne voit pas de signe de changement, que ça va rester comme ça. Non! Ça va changer. Nous y croyons. À la DMK, nous y croyons. Qui est un Dieu? Et ce Dieu, quand il parle, il continue toujours pas à parler. Quand ses enfants crient à lui, quand ses enfants pleurent et crient à lui, il entend et il répond. Parce que c'est lui qui a créé la bouche. Il parle toujours. Donc nous y croyons. Donc faisons très attention. J'ai vu des gens qui jouent avec ça. J'ai dit, mais attention, attention, ça vient, et vous risquez de ne pas en profiter. Mais nous voulons que tous les Togolais y profitent. Cette lutte, ce n'est pas seulement pour les gens de la DMK. Cette lutte, c'est pour tous les Togolais. Sans exception aucune. Merci. Merci, Monsieur Thierry, pour votre intervention. Alors, vous êtes avec
Avis de la diaspora, votre émission préférée que vous suivez chaque samedi à partir de 11h sur Afro Web TV, 11h à Chicago, 12h à Washington DC, et également donc le chef de l'État, son Excellence Monsieur Forest Azimnan Yassibé, était reçu l'autre fois par les autorités françaises. Certains pensaient voir Monseigneur Bodjo être reçu également par les autorités françaises ou soit les autorités de la diaspora. Alors, y a-t-il une influence de cette réunion de la DMK sur la politique togolaise selon vous? Ok, merci. Je crois, moi c'est des questions en réalité qui m'embêtent. C'est-à-dire que le président togolais soit reçu par Emmanuel Macron, ce petit-là, et que vraiment on veut en faire toute une histoire. Moi j'ai honte. Et que l'opposition étale ses désirs de se faire recevoir par l'Élysée. Moi j'ai honte. J'ai honte. Il faut qu'on arrête ça. On n'est pas des enfants. Ok? Et moi je dis que je voudrais, si ma voix pouvait porter, je voudrais demander au président de la République de nous faire l'honneur de ne plus jamais aller ni en France, ni en Europe, encore moins aux États-Unis. Qu'il se consacre à faire en sorte qu'une solution togolaise puisse remettre les enfants du Togo ensemble. Et parce que lorsque l'une ou l'autre partie va devant l'Europe ou la France, c'est cela même qui alimente justement l'instabilité dans nos pays, sur tous les plans, que ce soit sécuritaire, politique et tout ce que vous voulez. Alors, je voudrais faire une précision. On est en train de parler de la politique. La politique est essentiellement cartésienne. Je regrette qu'aujourd'hui, dans mon pays, on veuille mettre la religion comme modèle politique. Je suis désolé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très dangereux. Parce que Monseigneur Kodjo, il ne représente pas tout le Togo. Ne serait-ce que le simple fait de sa religion chrétienne, ça pose problème. Parce qu'il y a des animistes, il y a des musulmans qui ne se retrouvent pas en lui. Il faut qu'on arrête cette façon de faire parce que vous ne comprenez pas encore les conséquences de l'engagement de Kodjo dans la politique. Après, c'est pour venir nous faire comprendre qu'il y a justement une question ethnico-religieuse et tout ça là. Et puis, on ne va pas s'en sortir. On a vu ce que cela a produit en Centrafrique, entre musulmans et chrétiens. Alors que les gens arrêtent de nous raconter des histoires. Les prophéties dont vous parlez, je vous dis, nous sommes tous des croyants. Quand Dieu donne une prophétie, il ne le dit pas comme ça, il ne dit pas un jour ça va venir. Non, il vous donne le temps, et même voire jusqu'à l'heure. Il vous le signifie clairement. On ne vient pas sortir comme ça n'importe quelle parole en l'air et puis on appelle ça prophétie. Vous savez combien de prophéties nous avons chaque jour dans nos relations individuelles avec Dieu? Non, donc quand nous voulons parler religion, allons à l'église ou à la mosquée. Quand nous voulons parler politique, là c'est l'affaire de nos États, de la gestion de nos cités. Voilà de quoi il s'agit. C'est revenant donc par rapport à la question du bilan de la DMK au niveau de Bruxelles, pour moi, en tout cas, un acteur avisé, c'est un échec, et un échec cuisant. Pourquoi? J'ai eu la chance de partager un plateau à cette même antenne avec certains leaders, justement, de l'opposition, notamment de la DMK, que vous êtes.
Et votre objectif, en allant à Bruxelles, c'était d'empêcher que justement l'Union européenne reçoive Faure Gnassingbé. Parce que, selon vous, ce n'est pas le président qui a été élu. Faure Gnassingbé a été reçu ou non? Oui, Faure Gnassingbé a été reçu. Deuxième chose, vous nous avez dit que Monseigneur devait être reçu, justement, qu'il a adressé une lettre et que lui aussi devait être reçu par la même Union européenne. Est-ce que Monseigneur Podjoro a été reçu? Non, Monseigneur Podjoro n'a pas été reçu. Échec et mat. Voilà, il n'y a pas autre chose. Bon, maintenant que des Togolais se soient retrouvés pour manifester leur mécontentement parce que eux, ce n'est pas Faure Gnassingbé qu'ils ont élu, c'est tout à fait normal. C'est leur liberté d'expression. Mais qu'on ne nous présente pas cela comme étant la preuve que Faure Gnassingbé n'a pas été élu. Moi, ça m'embête, franchement, quand des situations comme ça arrivent. Ça m'embête. Quand M. Thierry dit qu'ils ont les éléments de preuve, ils ont justement les relevés de procès-verbaux et tout ça, alors qu'ils publient, qu'ils aillent devant qui de droit. Et si aujourd'hui vous publiez, parce que le véritable problème c'est quoi? C'est que quand les gens savent que quelque chose a été manipulé, évidemment, des gens quand même de droit comme ceux-là ne peuvent pas oser mettre ça sur la place publique parce qu'en le faisant, ils savent que des procès peuvent justement venir à leur encontre. Sinon, si c'est vraiment des vrais documents, que les gens mettent ça. Nous avons crié corps et âme depuis justement la fin des élections qu'on puisse nous mettre ça à disposition. Vous n'avez jamais voulu. Aujourd'hui, ça m'étonne qu'on vienne raconter ici et que vous avez les éléments de preuve, vous avez les procès-verbaux. Pourquoi vous ne les avez pas donnés? Pourquoi vous n'avez pas reversé tout ça à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse apprécier ces éléments-là? Non, moi je crois que, sincèrement, M. Moïse, je crois que la prochaine fois, des débats qui vont tourner autour de ces questions-là, je ne vais pas arriver. Parce que moi, en tant que panafricain, c'est-à-dire me voir en train de discuter de ces questions-là, c'est rabaisser les ambitions, vraiment nos ambitions. Parce que nous, nos problèmes-là, ils sont ailleurs. Nos problèmes, ils sont ailleurs. Ce n'est pas de venir exposer sur la face du monde les Togolais qui s'entredéchirent entre eux. Ce n'est pas ça la solution. Que vous vouliez ou pas, que la DMK veuille ou pas, vous êtes des Togolais. Faure Gnassingbé, c'est un Togolais. Vous avez des supporters, il a des supporters. Alors pourquoi vous ne pouvez pas, diantre, trouver le canal qu'il faut pour aller vers ces négociations-là qui maintiennent l'intérêt du peuple au nom, au lieu de venir donc verser dans le fait que chacun veuille défendre son intérêt partisan, au point même où finalement on veuille détourner, c'est-à-dire empêcher le fait que par exemple on devait lancer le guichet pour la diaspora. Tout ceci là, ça n'a pas de sens. Nous avons eu ce débat ici et donc au regard de ce que vous-même vous avez dit, je constate tout simplement que le bilan a été un échec et cela devrait vous inviter à mettre de l'eau dans notre verre. Depuis les indépendances, nous n'avons cessé de nous jeter les pierres de gauche à droite. Ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ça ne marchera non plus. Parce que même si la dynamique Podjoro arrive, par exemple, à renverser la situation, est-ce que la solution sera trouvée? Non. Ça dit que vous parviendrez au pouvoir. Mais entre-temps, ceux qui sont aussi au pouvoir viendront donc dans l'opposition et ils vous feront exactement les mêmes choses que vous êtes en train de les faire aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ces histoires-là, nous, on veut sortir de ça. Comment nous allons amener le Togo justement vers le développement? Voilà les véritables enjeux pour nous autres. Le jour que vous allez poser les vrais débats, c'est-à-dire à savoir comment on peut, par exemple, demander à une entreprise
on finance une entreprise pour la construction d'une route et que 1 mois, 2 mois après la livraison, on constate que la route n'est plus une route. Voilà des questions essentielles. Comment on peut faire en sorte que dans un pays où, lorsque peut-être c'est le faible qui est devant la justice, tout marche très rapidement et que malheureusement, lorsque des dossiers épineux, tels que par exemple cette affaire de Petrolgate jusqu'à aujourd'hui, moi je reste encore sur ma faim. Parce que jusque-là, je n'arrive pas à savoir est-ce que réellement il y a eu détournement, il n'y a pas eu détournement. Mais en tout cas, la justice n'a pas fait un travail qui me permette, moi en tant que Togolais, d'être convaincu de là où se trouve la vérité. Maintenant, de l'autre côté, Ferdinand Haïté qui a été condamné, il y a beaucoup de mesures. Il peut donc continuer la suite pour faire éclater la vérité, au lieu qu'on continue donc de surfer sur ce qu'on ne sait pas exactement. Lorsqu'il va finir tous les recours au plan national, le Togo a ratifié d'autres traités qui peuvent faire que, justement, il peut s'adresser, par exemple, à la Cour africaine. On a vu en Côte d'Ivoire, on a condamné Gbagbo, je vais dire, Laurent, excusez-moi, Soro Guillaume, dans une affaire, et il n'a pas été d'accord. Il a épuisé les recours au niveau de la justice ivoirienne sans suite. Il est allé à la Cour africaine qui lui a reconnu, effectivement, qu'il l'a rétabli dans ses droits. Nous voulons voir ça dans notre pays. Donc, il faut aller dans ce sens-là. C'est ça que les Togolais veulent. Nous voulons savoir là où il y a la vérité. Au lieu de venir nous montrer des photos d'un certain Kodjo ensanglanté et tout ça, et le lendemain, on se rend compte que le monsieur, il est bien portant, etc. Et qu'ensuite, on dise non, ce n'est pas nous qui avons publié les images, c'est pas nous. Non, ça ne nous amène nulle part, ça ne nous agrandit pas du tout, ça nous rend petits. Ça fait que les autres continuent donc de considérer les Africains comme des enfants. On nous infantilise partout, dans tous nos actes. Il faut qu'on arrête ça. Nous, en tant que panafricains, nous sommes convaincus. Nous avons des sagesses africaines, quand même, qui nous disent que même à un certain moment donné, face à ton ennemi, quand tu sais que tu ne peux pas combattre ton ennemi, tu en fais ton ami. Pour atteindre le même objectif. Cette sagesse-là, ça ne veut pas dire que vous faites l'hypocrisie, non. Si Moïse, toi et moi, nous allons nous confronter, et je sais qu'en réalité, en confrontant avec toi, je voulais tout simplement parvenir à avoir une bouteille d'eau. D'accord? Et que je vois que si je me bagarre avec toi, je ne suis pas suffisamment fort pour te terrasser et avoir ma bouteille d'eau. Je viens, je fais de toi comme un allié, au lieu de te considérer comme un ennemi pour qu'on se batte. Je travaille avec toi et cette relation de confiance que je mets ensemble avec toi, tu me donnes la bouteille. Est-ce que nous ne serons pas parvenus à la solution? Nous sommes des Africains. Les autres n'ont absolument rien à nous apprendre. C'est de nous qu'ils ont appris tout. Même les prophètes dont vous parlez, tout le monde est passé par l'Égypte pour apprendre tout ça. De quoi on veut nous parler aujourd'hui? Donc voilà un peu le débat. Recentrons les choses. Ça ne sert à rien qu'on dise que la dynamique Kodjo a eu un échec ou bien qu'il a eu un succès à l'extérieur. Ça ne sert à rien qu'on dise Faure Gnassingbé a été reçu ou il n'a pas été reçu. Ça ne changera en rien la solution au Togo. Allons vers une solution. Même si aujourd'hui, les gens vont dire « Ah, ils ont fait ça, ils ne sont pas courageux, etc. » Et en cela, je voudrais peut-être présenter mes excuses. Si dans mes propos, j'ai peut-être pu choquer des gens dans mes propos, mais moi je suis comme ça, je dis les choses telles que je les pense, mais ce n'est pas un manque de respect, parce qu'en Afrique, on sait respecter l'âge, et quelqu'un comme Monseigneur Kodjo, je crois que l'État, le gouvernement a compris le piège qui était derrière, parce que même quand on voulait chercher Agboime Kodjo, Monseigneur Kodjo a allé là-bas pour s'interposer. L'objectif c'était quoi? C'était qu'on l'arrête lui. Et il savait qu'en se faisant arrêter, ça devait choquer tout le monde, même ceux qui ne l'aiment pas. Parce que les gens vont se dire non, quand même, hein, quelqu'un de cet âge-là, on ne peut pas faire ça. C'est ça qu'ils ont continué à faire. Et heureusement, le gouvernement a vite compris, ne l'a pas arrêté. Il a fini lui-même par quitter et on continue de faire non. Mettons la balle à terre,
Nous sommes tous des Togolais. Nous, comme je l'ai dit, les problèmes du Togo, nous les connaissons tous et nous les déplorons. Mais ensemble, nous ne pouvons que parvenir à la solution quand nous parlons franchement. On ne peut pas continuer éternellement à nous tirer dessus. Merci, M. Mpapo, pour votre intervention. Et c'est pour éclaircir et d'avoir les avis des uns des autres, surtout de nos panélistes, de nos analystes, de nos acteurs culturels, de nos acteurs politiques. Et surtout également, donc, pour nous qui sommes jeunes, d'avoir beaucoup plus d'informations sur beaucoup d'angles. Alors, nous avons un auditeur en ligne, à part M. Dr Romarickson, que nous allons recevoir. Nous allons recevoir l'auditeur avant Dr Romarickson. Auditeur, bonjour. Bonjour. Allez-y, vous êtes à l'antenne dans votre émission Avis de la diaspora. Nous sommes en plein feu donc dans cette thématique concernant le bilan donc de la réunion de la DMK à Bruxelles. Que pensez-vous de ça et dites-nous votre avis, votre contribution. Allô? 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 Oui, on vous écoute. Oui. On vous écoute. On vous écoute. Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct. Ok. Je voulais poser une question à M. Kodiakoui. Allez-y. Apparemment, la manifestation au niveau du Bruxelles, c'est pour attirer l'attention de l'opinion internationale, spécialement de l'Union européenne, sur ce qui se passe au Togo. Et on ne sait pas tradition, je dis bien pas tradition, que les ambassades, les pays nous ont toujours accompagnés dans nos crises au pays par le biais de leurs ambassadeurs. Et malheureusement, quand la diaspora était partie là-bas, et du moins la DMK était partie pour manifester, on a signifié à la DMK de rejoindre la table de négociation. Et d'abord, c'est ce qui a été toujours le cri de leur leader, M. Agbero, mais qui disait, je le connais depuis, il disait qu'il n'aime pas le boycott. Et il faut toujours, lui, il prend toujours le dialogue. Mais aujourd'hui, on constate que vous ne voulez pas joindre la table de négociation. Vous êtes parti là-bas et on vous a signifié de rejoindre à la table de négociation. Quelle est votre position par rapport à ça, ou qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à boycotter ou bien rejoindre la table de négociation dans l'avenir? C'est ce qu'on veut savoir. Merci. Merci, monsieur, pour le fait de nous avoir appelé. Merci pour le fait de nous avoir appelé. Alors, monsieur Kodiakoui, vous avez écouté également donc l'intervention. Nous sommes dans la dernière partie pour conclure cette émission. Je vous remercie infiniment pour votre temps que vous accordez pour informer, surtout éclaircir la communauté africaine à la diaspora. Monsieur Kodiakoui, vous allez répondre à la question posée par l'auditeur et faire votre conclusion. Oui, tout à fait. La manifestation à Bruxelles, en fait, c'est pour la première des choses, c'était pour attirer l'attention de la communauté internationale. Et c'était en fait pour décrier le fait que, la communauté internationale qui reçoit et qui donne de l'argent encore, puisque en fait c'est dans le cas de la ACPCE, encore une fois, qu'il a été reçu, parce que il y avait eu de l'argent qui avait été donné depuis 2017, après les événements de 19 août 2019, donc il devait rendre compte. Donc c'est justement pour ça qu'il a été convoqué pour se présenter à Bruxelles, Faure Gnassingbé. Alors donc c'est ça, donc les Togolais, et éventuellement, d'après les dernières nouvelles, bon, il a reçu 240 millions, et c'est ce que je disais, dollars, ce qui représente en fait l'argent qui a été détourné par les Agakli. Alors ce que nous disons à la DMK, c'est que si l'argent a été détourné, qu'on peut reprendre ce montant-là qui a été détourné, qui a été démontré que ça a été un détournement illégal. Bon, pourquoi aller encore prendre de l'argent auprès de l'Union européenne, au nom des Togolais?
Ça, c'est une des choses. Bon, de deux, parce qu'il y a deux choses ici. De deux, nous avons répondu le G5 avait demandé à ce que la DMK rejoigne la table de négociation. Ce que nous avons déploré auprès du G5, c'est parce que le G5 est en train de dicter à la DMK ce qu'elle doit faire. Et ce que nous avons dit non. Nous avons dit non à cela. Alors nous avons d'ailleurs fait un mémorandum, une résolution, un mémorandum qui a été envoyé au G5. Tout leur dit, nous n'avons pas de problème à rejoindre la table de négociation. Mais nous avons des conditions que nous avons posées. Et la lettre, elle est ouverte. La lettre qui a été envoyée au G5, tout le monde peut le lire. C'est sur les médias sociaux. Donc, nous avons dit, nous avons posé un certain nombre de conditions pour rejoindre la table de discussion. Et ces conditions-là, bon, je ne sais pas si on a le temps, mais allez-y, on vous écoute pour surtout éclaircir les uns les autres. C'est vrai que nous avons pu dépasser le temps, mais vous pouvez éclaircir, allez-y. Allez-y, monsieur Koviakwe. Nous avons demandé, avant de rejoindre la table de négociation, d'abord nous voulons que le président Agbeyo Mekodjo, l'archevêque Monseigneur Podro et tous les opposants, ceux de la DMK, que tous les réfugiés, les exilés politiques reviennent au Togo sans être inquiétés, que les poursuites qui sont en cours, parce qu'il y a des poursuites en cours, que d'ailleurs la communauté internationale n'a pas respecté. Il y avait une poursuite qui demandait l'arrestation du président démocratiquement élu, Dr Agbeyo Mekodjo. Ok, donc toute cette poursuite soit mise en berne, disons arrêtée carrément. Donc il y a des points, bon, malheureusement je ne suis pas préparé, mais il y a des points, et aussi nous voulons que le problème qui est sorti, le problème électoral, des élections du 22 février 2020, que ce problème-là soit, parce qu'il y a un contentieux électoral, que ce contentieux électoral soit remis sur la table de discussion. Et qui a gagné? C'est ça. C'est la DMK qui a gagné, c'est notre candidat qui a gagné. Donc que cela soit aussi remis sur la table. Mais pas nous dire, parce que le G5 est en train de nous dire, mais écoutez, nous reconnaissons la victoire de Faure Gnassingbé, mais et vous nous demandez de donner les preuves, alors que vous n'avez pas demandé à celui-là, à qui justement vous avez demandé de faire des décomptes bureau de vote par bureau de vote, ne vous a rien montré, mais vous le reconnaissez. Donc tout cela doit être sur la table de négociation. Ce n'est pas que nous rejetons une quelconque négociation. Pour des gens qui disent c'est comme si nous ne voulons rien faire, nous ne voulons pas faire de pas. Non, ce n'est pas ça le cas. Nous voulons que ce problème soit résolu dans une atmosphère togolo-togolaise. Donc, pour ça, je voulais rassurer celui qui a posé la question et tous les Togolais qui m'entendent. La DMK ne joue pas à la difficile ou pour rendre la tâche difficile à qui que ce soit. Non, nous voulons trouver un terrain d'entente, mais dans les normes. On ne veut pas qu'on soit forcé au pas. Non, pas du tout. Nous voulons que le choix des Togolais soit respecté. C'est tout ce que nous voulons. Donc, vous voyez, donc c'est exactement ce que nous voulons. Et c'est sur ça que la DMK et son candidat se battent avec Monseigneur Podro. Qu'on se batte. Donc, c'est justement ça. Donc, voilà ce que j'ai à dire à propos de ce point-là. Merci.
Merci M. Thierry, ce sera votre mot de fin pour cette émission Avis de la diaspora. Je voudrais également donner l'opportunité à tous aux autres panélistes qui nous reçoivent également, qu'on reçoit par téléphone, à savoir donc Dr Romarickson qui nous écoute en ce moment par téléphone. Docteur, vous avez écouté donc les inquiétudes des uns des autres, les avis des uns des autres, et dites-nous votre message de fin pour cette émission. Je sais qu'on recevra également on recevra monsieur Thierry dans une autre émission pour éclaircir beaucoup plus de points, et également notre souhait d'avoir également les gouvernants africains, les acteurs politiques dans cette émission pour éclaircir les points de beaucoup de personnes qui ne comprennent pas bien évidemment certains points flous, donc des situations politiques de notre continent africain. Docteur Romarickson. Oui, merci beaucoup pour l'invitation une fois encore, mais je ne sais pas pourquoi vous aimez inviter M. Jean-Pabou qui dit toujours des contes de vérité. Ah non, non, monsieur, oui, je vais répondre à cette question-là. Je vais répondre rapidement à cette question-là. Aujourd'hui aux États-Unis, quand vous avez un projet d'émission politique, et que vous avez des personnalités même dans votre État et que vous les invitez, ils ne viendront pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est M. Yempapo qui seront disponibles pour nous aider, surtout pour venir, pour faire le déplacement, venir dans nos studios ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, la personne voudrait plus aller au boulot. Vous avez vécu aux États-Unis, Dr Romarickson. Vous connaissez les réalités sur le terrain. La personne voudra aller, par exemple, au mandatory, ou soit, je ne sais pas, même pas au mandatory, faire ses jobs et prendre soin plus de ses jobs, plus au lieu de faire, par exemple, de contribuer au développement de notre pays, ou soit de notre continent. Il y a une psychologie qui dit, ou soit un adage qui dit, si vous avez plus de 30 ans et que vous n'arrivez pas à contribuer au développement de votre pays ou de votre continent, c'est qu'il nous manque quelque chose, Dr Romarickson. Aujourd'hui, dans notre État, par exemple, ici à Iowa, il y a des intellectuels. Quand on rencontre ces intellectuels, qu'on les invite en studio pour parler de ces thématiques, on n'invite pas monsieur Yempapo, je ne défends pas M. Yempapo, mais on n'invite pas M. Yempapo pour faire les contre-débats ou soit pour vous contrecarrer dans les débats. Mais c'est M. Yempapo qui sera disponible. On a eu l'opportunité, moi personnellement, j'ai eu l'opportunité d'inviter beaucoup de personnes, des intellectuels, de les inviter pour voir. Et désormais, lorsqu'on va faire les invitations pour aller remettre à quelqu'un, on fera les photos pour que vous puissiez voir qu'on a invité cette personne-là qui n'a pas honoré à sa présence sur notre antenne. Comme cela, ce sera clair pour tout le monde qu'on invite, ou soit carrément, on fera une vidéo pour inviter des gens, des intellectuels de notre État, ou soit des États environnants, pour que vous sachiez que vraiment, nous avons le flair, nous avons l'opportunité, nous voudrons, c'est pourquoi j'exige à ce que les gouvernants africains, ou soit de notre pays, le Togo, ou soit, puisque nous sommes sur Afro-Web TV et sur une radio qui prône l'Afrique, la culture africaine. Moi, je suis un entrepreneur culturel, je ne suis pas un politique, mais je voudrais, comme les autres qui ne font pas de la politique, éclaircir les points. Quand par exemple, il y a la hausse, vous avez dit dans l'une de nos émissions, il y a par exemple la hausse du pétrole, ou soit de l'essence au Togo, ça agit sur nos familles, ou soit en Afrique, ça agit sur tout le monde. Ça n'agit pas que sur les gouvernants, ça agit sur nous qui sommes à la diaspora et qui avons également des familles. Donc, comment faire pour développer? Comment faire pour contribuer également au développement de notre Afrique? Donc, c'est pour ça on invite les panafricains, on invite tout le monde. S'il y a par exemple, je vous donne cette précision-là parce que c'est très important. S'il y a par exemple unir, quels que soient les gouvernants du Gabon, du Cameroun, de la Centrafrique, de toute l'Afrique qui veut... Ici, c'est la place de l'Afrique. Ici, c'est l'Afrique qui gagne. On invite tout le monde. Vous voulez être invité à notre émission? Appelez-nous sur le numéro affiché à votre écran 319 462 89 79. Nous sommes fiers de l'Afrique. Voilà les éclaircissements donc de ma part, M. Romarickson. Oui, merci beaucoup, mais si vous voulez que votre radio se développe, il faut inviter les gens qui disent la vérité. Parce que M. Yempapo raconte trop de contes de vérité. Chacun a sa vérité. Dr Romarickson, chacun a sa vérité. Oui.
laisser aussi parler? Allez-y. Oui, il a dit que quand Dieu donne une prophétie, il donne toujours le temps. Quand ça va se réaliser. Moi, je suis un pasteur. Ce qu'il dit là, c'est faux. Et je suis obligé de corriger cela. Je l'avais déjà corrigé, il redit encore. En tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas accepter qu'on rencontre des contes de vérité bibliques. Par exemple, le roi David, il a été oint par le prophète Samuel pour devenir roi en Israël. Il a attendu 15 ans avant de devenir roi. Jésus-Christ a été prophétisé que Jésus-Christ naîtra. Mais de la lignée du roi David. Vous savez pendant combien de temps ça a duré? Ça a duré extrêmement longtemps. C'est ça. Maintenant, la Bible a encore prophétisé que Jésus-Christ va revenir. Ça fait plus de 2000 ans. Est-ce qu'il est déjà revenu? Non. Est-ce que la Bible a menti? Jamais. Et donc, il ne faut pas dire des contes de vérité. Moi, je ne tenais pas ça. Voilà. Maintenant, il dit que parce que Podio est un homme de Dieu, il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Mais tout le monde a une foi. Même les athées, ils pensent qu'ils ne croient pas. Donc, c'est une croyance. Tout le monde a une foi. Si Podio ne le fait pas en tant que chrétien, il y a un musulman qui le fera, il y a un animiste qui le fera, il y a un franc-maçon qui le fera. Chacun a une foi, mais la foi ne doit pas empêcher qu'on parle des problèmes de son pays. Ça, c'est une affirmation fallacieuse. Mais maintenant, où était M. Ouyepabou lorsque Podio dirigeait la conférence nationale souveraine? Mais ce n'est pas le même Podio qui avait dirigé la conférence nationale souveraine. Ce n'était pas un acte politique. Donc, on ne raconte pas des contes de vérité sur une radio aussi si importante. Maintenant, il a dit que Monseigneur Podio, il a encore dit que Monseigneur Podio n'a pas été reçu à l'Union européenne. Mais il parle de quoi? Monseigneur Podio a bel et bien été reçu à l'Union européenne. Il suffit de voir les vidéos. Il a dit, mais même ce qu'on lui a dit, il a raconté aux gens. Mais pourquoi vous affirmez des contes de vérité comme ça sur une radio si puissante comme ça? C'est pas bon. Monseigneur Podio a été bel et bien reçu à l'Union européenne. Voilà, il suffit de suivre les vidéos et vous allez vous en rendre compte. Il a encore dit que la diaspora est allée pour empêcher qu'on reçoive Fonia Singbe. La diaspora togolaise n'est jamais allée là-bas pour empêcher qu'on reçoive Fonia Singbe. Elle est allée pour dire aux Européens que notre peuple a vomi M. Fonia Singbe depuis le 5 février 2005, où il a arraché le pouvoir contre toutes les dispositions de la constitution de notre pays, le Togo. Et ça a été bel et bien fait. Maintenant, la France, c'est la France qui avait soutenu le coup d'État qui a permis d'arracher la vie à Sylvain Olympio. C'est cette France-là qui cause des guerres un peu partout en Afrique. Maintenant, les gens ont commencé par tourner vers la Russie. Et les Togolais de la diaspora étaient allés l'autre fois donner une lettre à l'ambassadeur russe, comment on dit en Belgique, adressée à M. Poutine. Et donc vous pensez que les gens sont allés là-bas comme ça pour revenir? Ils sont allés, ils ont un plan, ils sont allés, ils l'ont réalisé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la théorie du choix rationnel. Cette théorie dit que le comportement de notre individu ne dérive ni des normes, ni des valeurs qu'il a acquises lors de sa socialisation, mais exclusivement des calculs de coûts et de bénéfices. Monsieur Macron, il va recevoir même Kim Jong-il. Si celui-ci va lui donner 1 milliard aujourd'hui, il va le recevoir. Il va recevoir Ben Laden si Ben Laden va lui donner l'argent. C'est comme ça que ces gens sont. Et ils ne changeront jamais. Les normes et la valeur, c'est des choses qui restent encore chez nous en Afrique. Mais ces gens-ci, on les connaît. Macron et son pataka politique, ils ont une leçon capitale l'année prochaine. Et donc, ils ont besoin de l'argent pour financer cela. S'il y a un bouffon en Afrique qui va amener l'argent de son pays à Macron, lui, le pays le prend. C'est son entourage, ils sont prêts, ils prennent. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est en recevant Fonia Singbe est-ce que Fonia Singbe, c'est en se faisant recevoir à l'Élysée qu'il va développer le Togo? Jamais. L'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Est-ce que parce que Merkel a été reçu par Macron que l'Allemagne a eu cela? Jamais. C'est parce que les Allemands ont créé des écoles de formation, ils ont créé des routes, ils ont créé des universités. Les gens ont appris des métiers, ils ont étudié, ils se sont mis au travail, ils ont construit leur pays. Maintenant, parce qu'en Allemagne, il y a une sécurité judiciaire. Quand il y a une affaire entre toi et un Allemand, moi je suis noir, quel que soit l'Allemand, quand on va à la justice, c'est celui qui a le droit qui se va déclarer vainqueur. Mais au Togo, quand tu as une affaire contre les gens du régime, quelle que soit la véracité de tes affirmations, c'est toi qui seras mis en prison et eux, ils seront dehors. Quand un pays est comme ça, il n'y a pas de développement. Moi, quand j'avais fini la première partie de mes études ici en Allemagne, avec le master en sciences politiques, j'enseignais dans les maternelles, collèges et universités.
les jeunes Allemands ont compris que la pauvreté en Afrique a quelque chose à faire avec leurs parents ici. Ces jeunes, quand je les ai ouverts les yeux, ils m'ont dit qu'ils vont faire un projet. Et le projet, ils sont allés chez les industriels allemands pour récolter des sous. Et les fonds là devaient servir à financer les mamans au Togo qui ont perdu leur mari. Je leur ai dit que la femme togolaise, c'est des femmes ingénieuses. Nous avons encore à l'esprit les nanabens, les fameuses nanabens du Togo. Et donc, mais quand elles perdent leur mari, elles ont les enfants à charge, ça devient difficile. Donc les jeunes ont dit que, ok, Romarickson, ce qu'on va faire, on va mettre de l'argent à votre disposition. On voulait créer un capital. On voulait faire des prêts sans intérêt aux mamans au Togo qui ont perdu leur mari, afin qu'ils puissent avoir un business pour nourrir leurs enfants et les envoyer à l'école. Quand le projet est fini, on a récolté beaucoup d'argent. On a récolté beaucoup d'argent. Mais mes patrons, ils m'ont dit, Romarickson, nous te remercions pour le projet, mais à cause de la nature du régime de ton pays, nous ne pourrons pas faire le suivi du projet. Et pour ce faire, nous allons dévier le projet au Ghana. L'argent qui a été récolté à cause de mes labeurs a été déversé au Ghana. Là, on a créé des écoles de formation aux gens au Ghana. On a aidé les gens au Ghana avec cet argent-là. C'est à cause de ce régime-là. Moi, aujourd'hui, Romarickson, je peux créer une entreprise au Togo et embaucher ne serait-ce que 10 personnes. Mais il n'y a pas de sécurité judiciaire, il n'y a pas de sécurité physique. Moi-même, je ne peux même pas approcher mon pays. Et vous pensez que ce pays-là va se développer comme ça? C'est pourquoi nous luttons. Moi, je ne lutte pas pour moi. Dieu m'a déjà béni, assez béni. On lutte pour que les gens aient à manger. Je vous ai parlé des suicides qui sont vraiment récurrents maintenant au Togo. Les gens sont en train de se tuer parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Luttons non pas pour nos égaux, mais pour notre peuple. Voilà pourquoi quelqu'un devait être président ou bien devait être ministre ou quelque chose comme ça. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas au Togo, à part le gouvernement de Sylvain Olympio. Et donc, je demande à toute la jeunesse togolaise à s'engager dans la politique afin que ce pays soit libéré. Et je remercie beaucoup cette radio pour cette télévision, cette web TV, pour son émission. Et je pense que c'est une bénédiction de Dieu qui est là pour la jeunesse que nous allons utiliser pour aider nos populations qui sont restées au pays, au Togo. Au Togo, merci beaucoup. Vous ne m'écoutez pas. Merci, Dr Romarickson. C'est très important ce que vous avez dit. C'est de notre manière aussi de contribuer au développement de notre pays. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment que Dr Romarickson répond à mes appels. Quelle que soit l'heure, il répond à mes appels pour nous aider, surtout pour contribuer également à cette émission. Donc, si vous êtes acteur de la politique, vous êtes philosophe, vous voulez contribuer aussi avec vos pensées et surtout faire vos contributions en idées, surtout pour l'éclaircissement des sujets intéressants, contactez-nous tout simplement sur le 319 462 89 79. Nous avons, c'est le numéro WhatsApp également disponible pour chacun de nous. C'est très important. Ensemble, construisons l'Afrique. Le mot de fin donc de M. Yempapo Yembouama. Alors, merci beaucoup et j'espère que le micro passe. Oui, ça passe. Je ne savais pas que ma présence pouvait déranger autant. Et Monsieur Romarickson, je voudrais que vous sachiez que même Dieu, le suprême, dans sa création, a mis côte à côte le mal et le bien. Et chaque chose a sa nécessité. Sachez également que même le mensonge a un rôle bienfaiteur en ce qu'il fait éclater davantage la vérité. Donc si ce que je dis, c'est des mensonges, ceux-là qui nous écoutent, ça va permettre à travers mes mensonges, ça va permettre aux gens de savoir, c'est-à-dire de rendre beaucoup plus éclatant votre vérité. Donc ne vous offusquez pas du tout. La troisième chose, à chaque fois que je partage ici un plateau dans le cadre des thèmes qui touchent la DMK, je me suis souvent retrouvé seul en tant que, pas partisan d'un groupe donné, mais en tant qu'analyste, d'accord? Mais vous
Dans votre camp, j'ai été toujours confronté au moins à 2 personnes. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Ça ne me dérange pas que vous soyez là tout le temps à discuter avec moi. Pas du tout. Au contraire, moi, ça m'enrichit parce que les différences, effectivement, enrichissent. Alors, ce que vous dites, que je dis des contre-vérités, c'est vrai, je ne suis pas un théologien. Je n'ai pas étudié la Bible. Mais en tant que chrétien, je lis la Bible. C'est ce que vous devez savoir. Et quand vous dites que c'est des contre-vérités, quand je dis que quand Dieu dit quelque chose, il donne des précisions, et que vous trouvez que c'est des contre-vérités, je vais vous donner un seul exemple que vous avez cité par rapport à la venue de Jésus-Christ. Effectivement, Dieu n'a pas dit c'est en telle année que Jésus va arriver, mais Dieu a donné des signes qui ont permis au monde entier, lorsque Jésus est né, que tout le monde sache que effectivement ce que Dieu avait dit est arrivé aujourd'hui. Il a donné le signe des étoiles, de l'étoile qui devait se détacher et qui va suivre, qui va montrer la direction où se trouve l'enfant. Si ce que je dis, c'est une contre-vérité, vous, en tant que théologien, en tant que pasteur, dites que ce que je suis en train de dire est faux. Je n'ai pas besoin d'être théologien, je n'ai pas besoin d'être expert. La seule chose que je vous demande, c'est de faire en sorte que on ne prenne pas la religion pour mettre en politique. C'est la seule chose que je demande. C'est la seule chose que je déplore. Et à chaque fois que vous intervenez, vous mettez toujours les questions religieuses dans votre plan politique. Et je dis que ce n'est pas normal qu'on puisse discuter de la politique, et je vais dire de la religion, sur un terrain politique. Voilà la seule chose que je dis. Et si vous trouvez que tout ça, ce sont des contre-vérités, il n'y a pas de souci. Et les téléspectateurs sont là pour effectivement faire la part des choses. Je vais tout simplement conclure par rapport à tout ce que nous avons abordé. Je voudrais à la diaspora rappeler un fait que notre association, par rapport auquel fait notre association, a adressé une lettre au président de la République au lendemain de la mort de George Floyd, mais lettre que nous n'avons pas réussi à transmettre à Fort parce que nous voulons lui donner directement, pas que ça passe par quelqu'un, et que jusqu'aujourd'hui on n'a pas pu le faire. Il faut savoir que nous qui sommes dans la diaspora, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Et donc dans cette lettre-là, nous rappelons un fait qui s'est passé en 1921 à Tulsa, dans la ville de Oklahoma. Et cette ville-là d'ailleurs, dont le fondateur est un descendant d'esclaves togolais, que vous savez tous. Cette ville de Tulsa, les afro-descendants avaient travaillé à faire en sorte à créer suffisamment de richesses qu'ils ont créé ce qu'on a appelé le Wall Street noir. Et vous savez quoi? Ce Wall Street noir avait tout. Ils ont créé les hôpitaux parce que c'était des médecins, ils avaient des scientifiques, ils ont créé les écoles, ils ont fait tout, c'est-à-dire tout appartenait aux Noirs, jusqu'aux banques. Mais malheureusement, en cette année 1921, un petit fait va venir bouleverser tout ça. Un noir afro-descendant de 19 ans, à peine majeur, dans un bus, en rentrant dans le bus, va malencontreusement heurter le pied d'une jeune fille américaine. Très rapidement, on organise toute une fausse histoire autour de cette question pour dire que le jeune homme a tenté de vouloir violer la fille. Et vous savez ce qu'ont été les conséquences? On a ameuté les Américains qui sont allés dans ce quartier-là, alors que le jeune n'était même pas de ce quartier.
Ils ont brûlé en 24 heures, appuyés par l'armée, parce que les hélicoptères sont venus en appui. On a bombardé tous les écoles, les hôpitaux, tout ce qui était là, ils ont tout détruit jusqu'aux banques. Et vous savez, en termes de bilan humain, selon les médias français, il y a eu au moins 300 médecins, scientifiques et autres africains qui ont été assassinés dans ce quartier-là, ce jour-là. Et il y a eu plus de 6000 afrodescendants qui ont été mis en prison. Et plus de 10 000 qui avaient donc un emploi stable, qui sont retournés donc dans la rue. Voilà le résultat de ce qui se passe quand vous n'êtes pas chez vous. Et je ne souhaite pas que l'histoire se répète. Nous ne serons jamais à l'aise que chez nous, et c'est dans ce sens que je veux vous interpeller à toute la diaspora, pour que nous comprenions que quel que soit notre succès, quel que soit ce que nous sommes devenus dans cette diaspora, nous devons trouver la force, les moyens d'amener nos pays à aller dans le sens de nous accepter mutuellement pour construire chez nous de telle sorte que, au moment où nous ne nous attendions pas, que lorsqu'une situation l'exige, que nous retournions chez nous tranquillement dans la paix. Donc c'est ce mot-là de fin que je voudrais donc nous apporter, nous en tant que diaspora, et vous qui êtes à la DMK, vous encourager, parce que je sais que le combat que vous menez, ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que ça ne se base pas quand même sur des futilités. Nous savons tous les problèmes dans notre pays. Mais je dis encore une fois, trouvons la force nécessaire de nous parler en tant que Togolais. Ne nous faisons pas la guerre. Il faut qu'un jour, on accepte que notre passé ne nous possède pas. Que nous laissions ce qui est au passé et que nous nous tournions résolument vers le futur. C'est la seule chose qui va permettre à nos enfants d'hériter d'un pays de quiétude. Et à nos gouvernants, je réitère encore une fois mon appel à leur faire comprendre que la force ne s'étale jamais sur toute la période de la vie. Il arrive toujours à un moment où on devient faible. À bon entendeur. Salut. Ce sera votre mot de fin, Monsieur Mpapou Yambouama. Merci infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur www.afrowebtv.com ainsi que sur FM Liberté, radio émettant depuis Chicago. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent en ce moment également sur les réseaux sociaux comme sur www.afrowebtv.com que vous êtes analyste politique, vous êtes président de l'association de la mission patriotique pour la mission panafricaine, surtout pour le salut du peuple. Voilà la bonne définition de MPSP. Et nous avons reçu à la gare, pour faire surprise également à tous nos téléspectateurs, Dr Romaric Son, un membre dynamique de la DMK qui œuvre beaucoup plus pour la liberté du peuple également. Alors, Dr Romaric Son, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et également, donc, nous avons reçu également un acteur politique dynamique, membre de la DMK également, du côté du Togo, et qui réside à la diaspora, également, docteur Monsieur Thierry Kouyakoue. Toutes ces personnes-là se sont mis disponibles pour la construction de l'Afrique. Tout c'est parce que vous avez le temps. Au lieu de faire 2 heures, par exemple, aujourd'hui, nous avons fait 3 heures. Et je salue votre courage. Je salue votre disponibilité. Je vous en remercie infiniment. Vous êtes acteur culturel, vous êtes philosophe, vous êtes débatteur. Et vous voulez donner des points de vue sur d'autres questions. Nos émissions Avis de la diaspora se passent sur les ondes d'Afro TV et de FM Liberté chaque mercredi à partir de 11h heure de Chicago ou 11h les samedis à partir donc de 11h déjà ou 12h du côté de Washington DC.
Merci infiniment mes grands frères, mes pères également pour le fait de nous avoir aidés, d'avoir éclairci beaucoup de points. Notre souhait pour cette émission, c'est de recevoir les gouvernants comme les opposants, comme les mouvements, comme les associations politiques, les associations politiques et tout le monde, tous les intervenants, surtout appelez-nous. Nous avons le numéro WhatsApp également 319 462 89 79. Écrivez-nous par messagerie ou que vous soyez aux États-Unis, à Iowa ou dans les autres États environnants. Écrivez-nous, c'est ensemble que nous devons construire l'Afrique. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV.